Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on accueille ce matin dans ce webinaire Frédéric Bazille du RAN Copper. Moi, je suis Cécile Bussière, donc nouvelle coordinatrice depuis décembre du Club Réemploi Bâtiment Normandie, qui est la tête de réseau normande de la filière du réemploi et qui a pour objectif d'animer un réseau d'une centaine d'acteurs sur la région dans les filières des remplats des matériaux et notamment pour permettre les échanges, les retours d'expérience au sein du réseau et en dehors du réseau et de développer des pratiques plus soutenables et plus solidaires aussi, plus circulaires dans le bâtiment, dans la construction en Normandie. Et je vais laisser la parole surtout à Frédéric Bazille qui va se présenter et puis qui va nous présenter aussi notre thématique du jour qui, je suis sûre, vous intéresse. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour parler de commandes publiques. Voilà, enfin, de réemploi et de commandes publiques. Donc, Frédéric, je te laisse la parole. Merci Cécile, bonjour à toutes et tous. Frédéric Bazille, en effet, je fais partie de l'équipe d'animation du réseau Rancopper, le réseau des acheteurs normands pour une commande publique éco-responsable, réseau qui existe sur la région depuis 2013. Donc en effet, dans ce rendez-vous un petit peu flash, je n'arrive pas à passer mes diapositives. Dans ce rendez-vous un petit peu flash, je vais essayer surtout de vous partager quelques grands messages structurants autour de ce sujet, du levier de la commande publique favorable aux initiatives en matière de réemploi et vice-versa, l'intérêt évident que les filières et les innovations en matière de réemploi permettent pour la mise en conformité des procédures de commande publique. Donc il y a vraiment une interaction très forte entre les deux approches. Donc le réseau Rancopper, comme je vous le disais, il existe depuis près d'une quinzaine d'années sur la région Normandie et ses objectifs sont les suivants. C'est vraiment d'accompagner toutes les structures normandes soumises à la commande publique, donc évidemment les maîtres d'ouvrage, mais qu'ils soient issus des collectivités territoriales, des établissements hospitaliers, des services de l'État, des chambres consulaires, des universités ou des offices publics de l'habitat, à intégrer à leur contrat de marché public, à leur contrat de commande publique, les dispositions en faveur de la RSE, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises ou des organisations, ou plus généralement les grands enjeux du développement durable, aussi bien environnementaux que sociaux, mais sans oublier la prise en compte des contraintes économiques. Donc aujourd'hui, le réseau, voilà, de- déploie un certain nombre de services et d'actions qui ont pour objet d'accompagner les maîtres d'ouvrage pour mettre en conformité leurs procédures d'achat, pour sécuriser juridiquement leurs procédures de mise en concurrence, parce qu'aujourd'hui, intégrer des enjeux environnementaux et sociétaux, comme par exemple les innovations portées sur le territoire normand du côté du réemploi, comme je vous le disais juste avant, sont des leviers de mise en conformité avant tout de leur politique d'achat et de leur procédure d'achat. Donc aujourd'hui, c'est plus vraiment une option de faire de l'environnement dans la commande publique, c'est une question de mise en conformité. Ça, c'est vraiment le premier message que je voulais partager avec vous. Donc le réseau, il organise tout un tas d'événements. Bien sûr, aujourd'hui en commande publique, on le rappelle aussi en préambule, on ne peut toujours pas faire de la préférence localiste, du localisme de façon frontale et directe. On ne peut pas, voilà, mettre un critère d'attribution d'un marché public en disant vous aurez plus de points parce que vous êtes des acteurs locaux, parce que vous n'êtes qu'à 5 kilomètres par rapport à un autre acteur qui serait à 15, 50 kilomètres. Donc ça, c'est toujours pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'achat local en commande publique. C'est ce qu'on va un petit peu décrypter de façon très express ce matin. Pour donc voilà un petit panel des actions que le réseau mène à vos côtés en Normandie. Donc voilà des programmes de formation qui sont déployés. On a dans notre catalogue de formation un module de 2 jours pour s'approprier les notions de l'achat public responsable. Et on a aussi des formations thématiques et on en a déjà animé en partenariat avec d'autres acteurs normands sur l'intégration du réemploi dans les procédures de commande publique, module de 2 jours que nous avions animé à l'époque plusieurs sessions donc dans les locaux du WIP du côté de Caen. Alors aujourd'hui, le réseau Rancopper, si vous êtes vous-même des structures soumises à la commande publique, si vous ne savez pas trop par où commencer, gardez en tête que, deuxième grand message de la matinée, le réseau Rancopper, c'est un centre de ressources mutualisé à l'échelle de la région et que l'on anime un certain nombre de dispositifs facilitateurs, comme le guichet vert, qui est dédié à toutes les structures normandes pour pouvoir
avoir de premiers éléments d'éclairage pour intégrer des dispositions environnementales et sociétales dans vos contrats. Ça, ce n'est pas soumis, entre guillemets, à une adhésion. Après, effectivement, il y a tout un tas de services qui sont réservés aux adhérents du réseau Run-Copper, puisque ce réseau est structuré sous forme associative, dont la gouvernance est assurée par des établissements publics normands. Je reviens juste en arrière pour vous rappeler que je vous ai mis ici les coordonnées du réseau si vous aviez besoin d'en savoir plus, contact@ran-copper, et que pour trouver tous les événements, les services, les projets qui sont en cours de lancement ou de pilotage, vous avez le site ici du RAN Copper. Et si je me permets de faire ce côté un peu coup de pub, c'est parce que cette année, nous lançons en partenariat donc avec Matériaux Normandie une opération collective pour accompagner les maîtres d'ouvrage publics normands à considérer les enjeux d'économie circulaire dans la gestion de leurs déchets inertes issus des chantiers du BTP. Donc on s'apprête à lancer des dossiers de candidature et on les partagera à Cécile notamment pour faire connaître au maximum cette opération. Elle est gratuite puisqu'elle est cofinancée par l'ADEME et la région. Et l'objectif, c'est de vous accompagner, de vous proposer des webinaires, des formations, interventions de partenaires experts dans un parcours qui va durer 12 à 18 mois, donc de début 2026 à 2027 sur ces sujets-là. Donc, si ça retient votre attention, c'est un peu le troisième message de la matinée. Attention, une opération collective et on n'a pour le moment pas lancé les candidatures, mais il y aura 10 structures qui seront accompagnées. Pour rentrer dans le vif du sujet, dans le temps qui nous est imparti, comme je vous le disais, aujourd'hui, intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux à vos contrats de la commande publique, c'est plus vraiment une option. Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je suis convaincu? Est-ce que je suis climato-sceptique ou pas? C'est en fait, bah, si vous voulez que vos marchés publics soient conformes, il va falloir mettre des enjeux environnementaux traduits en clauses et en critères. Donc, c'est plus vraiment, vous voyez, une option. Donc la loi climat et résilience, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous propose en grand message structurant, pour ne pas trop rentrer dans le détail dans le temps imparti une fois de plus, c'est qu'aujourd'hui, pour dépenser de l'argent public, on avait pendant plusieurs décennies trois grands principes à respecter. La liberté d'accès à vos marchés publics, la transparence de vos procédures et l'égalité de traitement des candidats qui souhaitent justement se porter candidat pour devenir titulaire de vos marchés publics. Donc ça, c'est trois grands principes structurants de la dépense publique. Et que la loi climat, elle a quand même verrouillé un quatrième principe fondamental, qui est celui de prendre en compte des enjeux environnementaux, enfin plus exactement de développement durable, donc à la fois environnementaux et sociaux, dans les procédures de commande publique dès la détermination des besoins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on lance un projet de construction, rénovation, une opération de démolition. Hein. En général, on la voit arriver. Hein. C'est pas le truc, on doit le faire pour la semaine prochaine sans avoir été mis au courant. Ce sont quand même des projets structurants en général. Donc, les équipes le voient arriver dans le planning, soit le plan pluriannuel d'investissement, soit parce que c'est quand même des projets qui vont être des projets souvent structurants d'une mandature d'élus, etc. Donc, dès la détermination du besoin, par rapport à comment on va aborder cette future opération de construction, démolition, rénovation, comment intégrer les enjeux environnementaux et sociaux? C'est quelque chose qui vous est demandé aujourd'hui, acheteur public, de façon à investir correctement l'argent public que vous utilisez. Autre élément important de cette loi climat, l'obligation pour les grands acheteurs qui dépensent plus donc de 50 millions d'euros par an. Et on y est très vite quand on parle aussi de chantier de construction, etc. Donc ça inclut l'investissement et le fonctionnement, donc on y est très vite. En Normandie, aujourd'hui, on a beaucoup de collectivités, d'établissements hospitaliers et d'offices publics de l'habitat qui sont soumis à cette obligation de déployer un SPASER ou qui l'ont déjà fait ou qui sont en cours de rédaction. Et un SPASER, c'est un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Et ça, c'est en fait la mise en œuvre d'une politique structurée d'achat responsable. Et en général, si vous allez consulter des SPASER, puisqu'ils sont publiés et rendus publics, vous avez des objectifs et des actions concrètes qui doivent être déclinées et mesurables. Et on retrouve souvent l'intégration de la question du réemploi dans différents domaines d'achat, dont celui des travaux. Autre obligation de cette loi climat et résilience sur laquelle je souhaitais insister ce matin, c'est qu'à partir du mois d'août prochain, donc à partir du 22 août précisément, donc 5 ans après la promulgation de la loi climat et résilience, les maîtres d'ouvrage publics auront l'obligation d'intégrer systématiquement dans tout leur marché, hein, que vous achetiez un stylo à billes, une prestation intellectuelle de maîtrise d'œuvre ou des travaux, vous aurez l'obligation systématique d'intégrer et des clauses environnementales, voilà, donc soit sous forme de spécifications techniques, soit sous forme de conditions d'exécution, hein, deux grandes familles de clauses dans les procédures de commande publique, donc il faudra soit l'une, soit l'autre, mais au moins une clause
et un critère d'attribution. Donc là, c'est quand vous notez les offres des candidats, le prix, la valeur technique et la performance environnementale. Donc vous aurez ces deux obligations, à la fois clauses et critères, dans tous vos marchés. Et donc effectivement, aujourd'hui, quand on parle de réemploi, de déconstruction sélective, on est complètement dans des réponses techniques et des approches des chantiers qui permettent de se mettre en conformité tout simplement avec ces obligations de clauses et critères environnementales. Une autre obligation à souligner, c'est que dans les procédures formalisées, dites d'appel d'offres, donc 216 000 euros quand vous achetez des fournitures et services, 5 400 000 et quelques quand vous achetez des travaux, donc c'est quand même des montants conséquents. La loi climat et résilience imposera l'intégration de considérations sociales ou relatives à l'emploi. Ça peut être des clauses d'insertion, ce que vous faites sans doute déjà pour beaucoup d'entre vous, mais ça peut être aussi s'appuyer sur des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont spécialisés dans la déconstruction sélective, le diagnostic ressources, dans la vente et le reconditionnement d'équipements qui intégreront ensuite vos futurs chantiers sous la forme de matériaux de réemploi. On a un très bel écosystème du réemploi lié à l'économie sociale et solidaire en Normandie. Donc, ce sera aussi l'occasion de contractualiser avec ces structures, de se mettre également en conformité avec cette disposition sociale rendue obligatoire dans les procédures formalisées. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut retenir de la loi climat et résilience. Elle ne va pas expressément citer, ah, vous êtes obligé de faire du réemploi, du remploi. Mais on voit bien l'obligation d'intégrer les enjeux environnementaux et sociaux, et comme le réemploi se positionne comme une réponse. Il y a un petit cadeau qui est lancé comme ça, balancé dans cette loi, c'est l'article 39 dédié aux matériaux biosourcés ou bas carbone, qui nous dit, voilà, en 2030, il faudra que les maîtres d'ouvrage publics intègrent au moins 30%, 25%, pardon, dans 25% donc des rénovations lourdes et des constructions des matériaux biosourcés ou bas carbone. Alors, on ne nous dit pas encore les 25%, si c'est 25% des matériaux, 25% des chantiers, 25% du poids total des matériaux qui vont rentrer dans la composition de vos chantiers. On ne sait pas encore, hein. 2030, bon, c'est à la fois proche et lointain. En tout cas, ce que le législateur nous met comme, entre guillemets, petit cadeau pour le réemploi, c'est que dans les matériaux bas carbone, effectivement, les matériaux issus du réemploi sont considérés comme un bilan carbone nul, donc bien bas carbone. Donc, ça peut permettre, à l'horizon de cette échéance de 2030, même s'il va se passer trois années électives d'ici là et on ne sait pas trop ce qui ressortira, mais grosso modo, c'est déjà fixé, vous voyez, en termes d'échéance que les matériaux de réemploi permettraient cette réponse d'intégrer au moins 25% de matériaux dits bas carbone dans les rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique. Alors, sur le réemploi, je ne vais pas m'arrêter trop longtemps sur la loi anti-gaspillage et économie circulaire parce que finalement, elle ne nous dit pas aujourd'hui acheter des matériaux du bâtiment de réemploi. Par contre, peut-être que parmi vous, certaines personnes ont été confrontées déjà à ce décret particulier de la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Sur 17 familles d'achats de fournitures, il y a d'ores et déjà, depuis maintenant 5 ans, hein, depuis le 9 mars 2021, 5 ans, l'obligation sur tout un tas de familles d'achats d'acheter des matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, plus des matériaux contenant des matériaux recyclés, neufs mais contenant des matériaux recyclés. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns en copie d'écran. Voilà, mais par rapport à notre chantier, nous, du BTP, on va retrouver potentiellement sur l'autre partie du document que je n'ai pas mise, puisqu'il y a 17 familles d'achats qui sont ciblées, le mobilier urbain. Voilà, on va retrouver également les bâtiments préfabriqués qui sont utilisés sur les chantiers, qui devront être issus du réemploi ou de la réutilisation ou contenir des matériaux recyclés. Et vous voyez, on a le matériel informatique, on a le mobilier, on a tout un tas de choses. Si je l'ai mentionné, c'est parce qu'en effet, aujourd'hui, c'est un séisme technique, grosso modo, parce que les acheteurs publics ne savent pas trop encore comment se mettre en conformité. Beaucoup ne le sont pas, hein, je vous rassure tout de suite. Et ils sont en recherche de solutions dans tous les sens. Qui peut me vendre tel ou tel équipement issu du reconditionnement, de la réutilisation, donc, ou intégrant des matériaux recyclés. Donc, les filières proposant des solutions de réemploi sont aujourd'hui confortées par ces textes qui leur permettent d'envisager ces montants de dépenses de la commande publique à destination de leur production en matériaux reconditionnés. Alors aujourd'hui,
Deuxième gros volet de ce témoignage express, c'est que, il faut se rassurer si vous avez des collègues de la commande publique, si vous rencontrez, si vous n'êtes pas vous-même, si vous êtes côté opérateur et que vous rencontrez des acteurs publics, euh, il est intéressant de les rassurer sur le fait qu'aujourd'hui, le code de la commande publique est une boîte à outils très étayée pour vous permettre de faire pour rédiger des dispositions contractuelles vous permettant de mettre en œuvre du réemploi avec des acteurs potentiellement de l'économie sociale et solidaire, avec des acteurs potentiellement locaux, à différents étages et niveaux de vos programmations et de vos chantiers. Le Code de la commande publique, dans sa version, je montrais, voilà, au début des années 2000, on n'avait qu'un seul article juridique favorable au développement durable à la RSE, c'était la clause insertion. Et dans les nouvelles versions du code, à partir de 2019 notamment, on a une boîte à outils très étayée avec de nombreux articles dans le code qui nous permettent de vraiment personnaliser les contrats de la commande publique de façon à atteindre nos objectifs. Donc, si vos objectifs, c'est vraiment de faire du réemploi issu de l'économie sociale et solidaire normande, vous trouverez toujours un montage juridique pour faire ça de façon propre, sécurisé juridiquement et conforme aux principes de la commande publique. Donc, on ne peut plus dire que le code, les règles de la commande publique, sont un frein à toutes vos bonnes idées, etc. Il faut juste savoir les décrypter pour pouvoir justement faire la bonne combinaison et atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, le Code de la commande publique invite les acheteurs publics, les maîtres d'ouvrage, à considérer l'ensemble du cycle de vie de ce qu'ils achètent. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le Code considère que quand vous faites un achat, tout ce qui est lié au cycle de vie de cet achat, que ce soit une fourniture, un service, un chantier, est considéré comme lié à l'objet du marché. Juridiquement, c'est très important parce que vous voyez, le cycle de vie nous dit par exemple, ça concerne même l'étape de recherche et développement. Alors, vous achetez une fourniture et l'étape de recherche et développement pour développer cette fourniture est considérée comme liée à l'objet du marché. Donc, vous pouvez tout à fait poser des exigences contractuelles au regard de cette étape. Donc, évidemment, les filières qui se structurent pour faire du réemploi, qui proposent tout un tas d'innovations qui ne sont pas seulement le simple fait de réemployer ou reconditionner, mais c'est toute l'architecture même de leur filière de dépôt sélective, leur modèle social relocalisé de création de valeur. On a beaucoup de choses qui relèvent de ça. Eh bien, c'est considéré comme lié à l'objet du marché. Donc aujourd'hui, un acheteur public est encouragé à faire des clauses ou des critères qui sont rédigés en lien avec le cycle de vie de ce qu'ils achètent. Donc, grande liberté d'interprétation. Voilà, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on peut vraiment faire des critères de valorisation des plus-values que les filières du réemploi normande sont capables de proposer pour être traduites en clauses et critères. Ça, c'est un petit zoom, un peu plus, un dézoom. C'est au niveau national. Depuis 2021, les acheteurs publics, s'ils utilisent des cahiers des clauses administratives générales, c'est un des documents cadres des contrats de la commande publique, il n'est pas obligatoire, mais les grands acheteurs ou les acheteurs qui font des achats récurrents vont utiliser des CCAG, des clauses administratives générales. Ils sont obligés de partir du modèle de CCAG mis à disposition par le ministère des Finances, qui encadre le code de la commande publique. Et voyez, il y a les prestations intellectuelles, les travaux et les marchés de maîtrise d'œuvre qui font l'objet de CCAG type qui sont cadrés par le ministère. Et par exemple, si on regarde l'exemple du CCAG travaux, c'est l'article 20, et l'article 18 du CCAG maîtrise d'œuvre, donc ce sont les articles relatifs au développement durable, déclinés en articles dédiés aux dispositions sociales et un dédié aux dispositions environnementales générales. Le législateur se lâche en nous disant, il faut valoriser les actions. Vous voyez, vous pouvez travailler, vous êtes encouragé à faire des clauses particulières après dans vos documents de marché spécifiques, les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matières recyclées, du recyclage. Donc vous êtes vraiment, enfin, en tant qu'acheteur public, poussé, encouragé par la direction des affaires juridiques du ministère, dans vos clauses générales, à poser les bases des principes de l'intégration du réemploi, que vous aurez le choix ou pas après de décliner dans vos clauses particulières, c'est-à-dire les clauses administratives particulières, CCAP, ou les clauses techniques particulières, CCTP. Réglementation métier, ça c'est petite parenthèse. On rappelle également que tous les collègues qui travaillent dans le bâtiment le savent bien, la réglementation environnementale 2020, très ambitieuse, elle nous rappelle à nouveau ses principes. L'objectif, c'est de faire des bâtiments à haute performance énergétique, mais également de maîtriser l'impact carbone des bâtiments que l'on construit, des bâtiments neufs que l'on construit, notamment par le contenu carbone des matériaux qui composent ce bâtiment. Et donc, effectivement, on le rappelle, le législateur considère que les matériaux de réemploi ont un bilan carbone nul. Donc, ça
à nouveau faire connaître aux maîtres d'ouvrage que pour être en conformité avec cette réglementation environnementale 2020, même lorsqu'ils construisent un bâtiment neuf, intégrer des matériaux de réemploi ne va faire que les conduire vers cette mise en conformité des préconisations de la réglementation environnementale 2020. On rappelle également l'existence du label bas carbone, hein, ce qui fait le lien avec cette réglementation environnementale 2020. Il est encadré par les préfectures en région. C'est un label d'État, hein, donc c'est quelque chose de sérieux qui permet de labelliser vos projets de construction de bâtiments en disant voilà, il est bas carbone. Donc si vous intégrez du réemploi, vous pouvez également avoir ce côté un peu communicationnel, valorisation des efforts et des travaux que vous avez mis en pratique, hein, parce que tout ça, c'est énormément de travail, de réflexion, de changement de pratique que vous mettez en œuvre dans vos structures respectives. Et donc, valoriser aussi votre résultat obtenu, c'est quand même aussi, d'un point de vue managérial, motivant de se dire, voilà, on l'a fait, c'est notre premier bâtiment bas carbone. Et donc, vous pourrez les consulter sur le lien qui est ici, les plus de 2000 projets qui ont d'ores et déjà été labellisés label bas carbone et qui, donc, comme je vous le disais, rejoignent complètement les dynamiques du réemploi. Quelques exemples de clés méthodologiques en 2-3 minutes, puisqu'on arrive déjà finalement au terme de ce créneau d'intervention. Donc, je passe très vite sur les diapos, c'est juste pour apporter quelques points de vue qui sont à garder en tête, comme nous, toutes les structures, les maîtres d'ouvrage qu'on accompagne depuis maintenant une quinzaine d'années sur ces sujets-là, que ce soit en Normandie ou avec nos collègues des autres régions à l'échelle nationale, ce sont des leviers méthodaux qui ont fait leurs preuves pour travailler le réemploi dans les chantiers de construction-rénovation. Effectivement, l'approche en mode projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes maître d'ouvrage, direction technique, opérationnelle, etc., vous avez vos contraintes, vous avez vos attentes et vos besoins de sécurisation. Il y a tout un écosystème à vos côtés qui peut vous apporter plein de ressources. Là, je vois que nous avons une collègue du CEREMA, voilà, qui fait partie typiquement de ces laboratoires, référents techniques qui sont à vos côtés, qui produisent de l'assistance, qui produisent des ressources, pour certaines totalement libres d'accès, d'autres réservées à des cotisations, mais qui sont tout à fait modestes. Voilà, donc en tout cas, on a des ressources par domaine de métier, notamment sur ces questions-là. Le CSTB publie régulièrement des avis techniques sur les matériaux de réemploi, quelles sont les règles du jeu à respecter pour les intégrer confortablement à vos projets de construction-rénovation, pour ne pas justement avoir des problèmes d'assurabilité, que les bureaux de contrôle valident bien vos projets. C'est tout à fait possible. On a plein de projets qui l'ont déjà fait. Hein, on rappelle que certains établissements recevant du public en Normandie ont déjà intégré des portes coupe-feu de réemploi. Alors pour en arriver là et pour que les bureaux de contrôle, les assureurs, la commission des pompiers disent OK, il n'y a aucun souci, c'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe. Ah, au fait, on vous l'avait pas dit, c'est une porte coupe-feu de réemploi le jour de la visite. Donc, d'où cette approche projet, cette planification. On se dit d'entrée de jeu qu'on a envie d'intégrer du réemploi. Il faut déjà avoir l'envie de le faire, hein, parce que si d'entrée de jeu on le perçoit comme une contrainte, des embêtements en plus, voilà, c'est pas hyper motivant, hein. Donc voilà, si on le voit comme un défi, si on commence à se convaincre de l'intérêt, de la qualité des résultats qu'on peut obtenir, on va pouvoir anticiper ça dès le début de la programmation des futures opérations et mobiliser toutes ces parties prenantes qui vont être des ressources et nous aider à lever les éventuels freins qui sont tout à fait légitimes chez chacune des personnes qui vont jouer un rôle dans ces projets. On rappelle, deuxième clé méthodologique, le sourcing. Le sourcing, c'est cette possibilité juridique qui est offerte aux maîtres d'ouvrage publics de rencontrer les opérateurs, les entreprises en amont de la préparation de leur consultation pour savoir quels sont leurs savoir-faire, leurs plus-values, leurs capacités, leurs limites. Donc, aller rencontrer les opérateurs du réemploi, les garanties qu'ils nous proposent, les quantités, la qualité, quelles dispositions juridiques seraient favorables pour qu'ils puissent répondre, parce qu'ils pourront peut-être pas répondre à tous nos besoins. Donc, comment on va pouvoir traduire les conclusions de nos observations dans nos futurs contrats. Donc, le sourcing, c'est une clé encouragée à aller rencontrer les opérateurs, les fédérations, les syndicats pour récupérer de l'information utile et ensuite définir votre niveau d'exigence traduit en clauses et critères dans vos futurs marchés. On rappelle qu'aujourd'hui, on doit respecter des règles du jeu en matière de dépenses quand on est acheteur public, conditionnées à nos seuils de dépenses et que ces seuils ont été ajustés, hein. Donc, on peut mentionner que pour les travaux, hein, ça c'est le petit cadeau de Noël, si vous faites des petits chantiers de construction, rénovation en dessous de 100 000 euros, alors, on ne va pas construire le nouveau centre nautique avec 100 000 euros, on est d'accord, mais on va pouvoir quand même faire des réhabilitations souvent significatives dans tout un tas d'établissements publics. Si vous êtes en dessous de 100 000 euros, vous pouvez travailler sans publicité ni mise en concurrence. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais on doit quand même s'assurer qu'on dépense correctement l'argent public. Mais 100 000 euros, ça peut permettre vraiment de faire certaines
rénovation avec potentiellement tous les acteurs du réemploi normand, tout en étant dans la conformité juridique. Je rappelle que pour les procédures sans publicité ni mise en concurrence, pour les fournitures et services, si vous souhaitez acheter des matériaux de réemploi en direct comme fourniture, hein, on rappelle qu'à partir du mois d'avril prochain, le seuil des 40 000 euros, sans publicité ni mise en concurrence, va être élevé à 60 000 euros. Donc voilà, gardez en tête ces histoires de seuil et dans chacune de ces familles de procédures, donc les sans publicité ni mise en concurrence, les adaptés ou les appels d'offres, qui sont voilà, ces familles au-dessus de certains montants, il existe plusieurs et diverses dispositions juridiques qui vont faciliter votre travail auprès des acteurs du réemploi. Pour les procédures d'appel d'offres, on rappelle qu'effectivement aussi, hein, vous pouvez déclencher des clauses comme les clauses des petits lots ou des tout petits lots qui peuvent être dans certains cas favorables à la relocalisation avec des acteurs du réemploi. L'allotissement, bien entendu, on en a dit un petit mot. Effectivement, faire des lots par corps de métier, des lots par type de matériaux, des lots spécifiques pour la constitution d'un stock qualitatif de matériaux de réemploi dans lequel les différents corps de métier viendront piocher ensuite parce qu'ils auront, pour répondre à vos marchés, proposé une offre technique de base et une variante en matériaux de réemploi. Si notre lot zéro constitution d'un stock de matériaux de réemploi permet de répondre à ce corps de métier, eh bien, on enclenchera la variante pendant les travaux. Voilà, donc les allotissements. Vous êtes obligé d'allotir un marché, c'est un principe de base. Il faut justifier, si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez justifier de ne pas allotir. Mais l'allotissement est aussi un levier très intéressant pour travailler sur nos questions. Enfin, aujourd'hui, on le rappelle, au mois d'août prochain, l'acheteur public est obligé de faire et des clauses et des critères d'attribution en faveur du réemploi, en faveur de l'environnement. Et donc, pour le réemploi, on se posera la question, est-ce que je peux intégrer des matériaux de réemploi dans un corps de métier ou un de mes chantiers? Si c'est quelque chose qui vous paraît, après sourcing, tout à fait sécurisé, que les matériaux sont disponibles, vous en ferez une clause et vous direz, voilà, bah, pour la rénovation de ce circuit de chauffage, les personnes qui mettront en place le chantier seront obligées de recourir à des radiateurs de réemploi ou pour la partie rénovation de l'isolation de ce bâtiment, recours à des matériaux isolants de réemploi parce qu'on aura identifié du stock, on sait qu'on va pouvoir passer les commandes et donc ce sera carrément une obligation, une condition d'exécution. Celui qui aura le marché, il devra faire le marché avec ces fournitures-là. Donc ça, c'est qu'on est sûr de notre coût, hein. Si jamais on est moins sûr, on rappelle que l'acheteur public pourra dire, bah, je vais évaluer la capacité des candidats à me proposer une part plus ou moins importante de fourniture de réemploi dans le cadre de son marché de plomberie ou dans son marché de rénovation de l'isolation. Donc, on rappelle que, effectivement, clause ou critères, ce sera obligatoire de les faire de façon conjointe au mois d'août, mais on rappelle quand même que quand vous serez en clause, attention, il faut être sûr de votre coût, que le critère d'attribution, son intérêt, c'est que si vous n'êtes pas vraiment sûr de ce qui va ressortir, même les moins bons, ceux qui ne sauront pas vous proposer du réemploi, pourront quand même vous répondre. Donc, vous limiterez les risques d'infructuosité. Mais cependant, voilà, les meilleurs, on pourra valoriser leur capacité à répondre avec du réemploi. Ça leur fera des points en plus pour obtenir le marché. Les points de prudence, voilà, c'est de se dire attention, si on verrouille trop d'exigences en clause, on risque l'infructuosité, le surcoût et potentiellement d'écarter des acteurs qui, justement, sont peut-être pas en capacité de faire du gros volume, etc. Et les critères d'attribution, eh bien, il faut quand même faire preuve d'une certaine rigueur méthodo pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec les grands principes de la commande publique, notamment l'égalité de traitement des candidats. Ça ne veut pas dire que c'est une usine à gaz, hein, plus complexe. Ça veut dire qu'il y a une petite approche méthodo à prendre en main. Voilà. Ce sont avant tout donc des démarches d'amélioration continue. En aucun cas, maître d'ouvrage public, vous vous lancez à l'aventure sans trop savoir dans quoi vous mettez les pieds. L'objectif n'est pas de prendre des risques ni techniques, ni assurantiels, ni juridiques, ni économiques. Voilà. Il faut savoir dans quoi vous avancez. On a tout un tas de retours d'expérience, que ce soit les réseaux qui sont présents ce matin ou d'autres maîtres d'ouvrage qui sont déjà passés à l'action pour vous rappeler les points de vigilance. Attention, ici on s'est planté, ne refaites pas la même erreur. Ou alors, oui, on va faire des économies sonnantes et trébuchantes en travaillant de cette manière-là. Alors, c'est pas toujours vrai, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours ce côté adaptation à vos contextes particuliers. En fonction du volume de votre chantier, en fonction de l'endroit géographique où vous vous situez, en fonction même du moment où vous allez passer votre marché, il va y avoir des opportunités qui sont à géométrie variable.
Donc, c'est toujours quelque chose de très personnel que l'intégration du réemploi dans la maîtrise d'ouvrage public. Mais retenez qu'aujourd'hui, c'est un levier effectivement de performance et de création de valeur relocalisée, mais c'est aussi un levier de mise en conformité juridique par rapport aux obligations de plusieurs lois qui sont faites aux acheteurs publics. Voilà les messages qu'on souhaitait vous partager dans le temps imparti. Ça fait 20 minutes que je parle. On peut se garder un tout petit temps de questions-réponses vite fait si Oui, ça vous va. oui, oui, merci pour cette présentation. C'est vrai que c'est dense et je pense que c'est quand même assez important. J'ai vu qu'on avait une question. Pourriez-vous préciser le seuil des 100 000 euros pour la mise en concurrence? Hmm. Une question de Cécile Carteau. Oui, alors là, ça va être tous vos chantiers, toutes vos dépenses qui vont rentrer dans les nomenclatures achats sous l'angle des travaux. Donc, ça peut être tout à fait de la construction d'une petite extension d'un bâtiment, ça peut être une rénovation, ça peut être une déconstruction sélective. Enfin, tout ce que vous allez faire entrer dans vos nomenclatures d'achat d'acheteurs publics qui vont entrer dans la catégorie travaux. Donc, quand on dit sans publicité ni mise en concurrence, ça ne veut pas dire qu'on va bosser avec le premier venu parce que c'est un copain, parce qu'il est au bout de la rue. Il faudra toujours pouvoir se dire que on sera en capacité de pouvoir justifier du bon usage de l'argent public. Ça veut dire que certaines collectivités font la règle des trois devis, mais cette règle n'est pas imposée pour justifier du bon usage de l'argent public. Peut-être que c'est deux devis chez vous, peut-être que c'est quatre devis, peut-être que même si c'est sur simple demande de devis, vous allez quand même rédiger un contrat d'engagement, et ça, on l'encourage beaucoup, nous, le réseau Rancopper, pour vous sécuriser, mais aussi pour sécuriser les opérateurs à qui vous dites on va travailler à telle hauteur. Il faut en tout cas que, même si c'est sans publicité ni mise en concurrence, vous puissiez faire cette justification d'avoir identifié la solution et technique et économique la plus sérieuse pour dépenser votre budget, mais que vous formalisiez les choses à travers un contrat pour pouvoir dire, voilà, l'exécution va porter sur tel objet, le chantier doit durer de telle date à telle date, hein. Ça va être payé par tranche. Voilà, vous avez le droit, si vous êtes un petit opérateur, de vous grouper et de nous déclarer à ce moment-là, dans telle et telle condition, avec qui vous vous groupez pour répondre à notre chantier. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir imaginer dans des contrats accompagnant ce type de dépenses dites sans publicité ni mise en concurrence. On rappelle qu'à partir de 40 000 euros aujourd'hui, on est obligé de publier sur une plateforme de dématérialisation la publication de nos marchés. À partir du mois d'avril, si, et pour le moment on attend les derniers textes, ce sera peut-être rehaussé à 60 000 euros, mais ça veut dire que même si vous êtes à 100 000 euros sans publicité ni mise en concurrence, vous serez quand même obligé, au-delà de 60 000 euros, de publier cet achat sur une plateforme de dématérialisation, même si c'est sans publicité ni mise en concurrence. Il y aura quand même cette obligation du respect des procédures de dématérialisation qui aujourd'hui sont à partir de 40 000 et devraient être rehaussées logiquement à 60 000 du fait de la rehausse de ce seuil-là. Merci Frédéric. Alors, on a une question de Séraphin Mhm. qui te pose la question sur les obligations pour les collectivités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle la bonne exécution en fait des obligations réglementaires? Est-ce Alors, que il va y l'État avoir, contrôle? il va y avoir plusieurs dimensions de contrôle aujourd'hui. Il n'y a pas encore tout à fait une police qui contrôle est-ce que les dispositions de la loi climat et résilience, par exemple, sont systématisées et respectées. Cependant, plusieurs éléments de réponse. Aujourd'hui, quand vous passez un appel d'offres sur une grosse opération, on a deux points de contrôle forts pour les maîtres d'ouvrage. C'est le contrôle de légalité en préfecture qui contrôle les gros appels d'offres et les opérations significatives. Donc là, s'ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de clause environnementale et sociale à partir du mois d'août, ils vont dire la procédure n'est pas conforme. Donc là, c'est un premier point de contrôle. Ensuite, on a la Chambre régionale des comptes qui contrôle les politiques publiques, dont la commande publique, et qui, dans certains cas, va aussi s'intéresser à des opérations significatives et potentiellement contrôler la présence ou pas de clauses en faveur des enjeux environnementaux. Après, nous avons donc les gros acheteurs qui sont obligés de dépenser 50, qui dépensent plus de 50 millions et qui ont l'obligation de publier un SPASER, ils sont obligés de rendre des comptes publiquement sur les objectifs et les indicateurs de performance qu'ils ont atteints à travers ce SPASER. Donc là, ils doivent communiquer publiquement. Donc ça veut dire que monsieur tout le monde, chaque citoyenne et citoyen peut consulter, mais que fait ma collectivité? C'est là qu'on arrive dans la sphère plus privée du contrôle.
Aujourd'hui, on va avoir donc dans des collectivités territoriales des majorités en place et des partis d'opposition. Et les partis d'opposition aujourd'hui n'hésitent pas à envoyer des tirs, par exemple, quand la majorité en place n'a pas été en capacité de mettre en place la loi Egalim dans la cantine, en disant, ah bah oui, on est censé avoir 20% de bio depuis 4 ans, c'est les élections municipales, regardez, vous êtes trop nuls, vous avez fait que 5%, alors que les tarifs de la cantine ont augmenté, vous ne pensez pas à la santé de nos enfants, etc. Donc ça, c'est aussi une forme de contrôle, c'est la société civile, l'électorat et la diversité politique locale qui va se tirer dans les pattes sous l'angle des non-conformités par rapport à des cadres de loi comme ceux qu'on a rappelés ce matin. Et ensuite, un gros élément de contrôle qu'il va y avoir à partir de la deuxième partie de l'année 2026, c'est que les entreprises qui auront pas été retenues dans un marché public vont systématiquement demander les rapports d'analyse des offres pour savoir pourquoi elles ont raté le marché public. Et si l'acheteur public n'est pas à l'aise avec ces clauses et critères environnementaux, eh bien, il va y avoir des recours d'entreprise. Donc, ça va aller dans les deux sens. Soit on fait des clauses environnementales et des critères environnementaux un peu à l'emporte-pièce, pas très sérieux, mal formulés, et les entreprises vont déclencher des recours en disant attention, regardez, leurs marchés ne sont pas conformes, ils ont noté n'importe comment, donc c'est pas conforme juridiquement. Ou alors, il y a des entreprises qui vont attirer l'attention du législateur en disant nous, on est porteur d'une solution favorable aux enjeux environnementaux. Ils n'ont pas mis de clause environnementale alors qu'ils sont obligés de le faire, donc leur procédure n'est pas conforme. Et là, du coup, par ces signalements, il y aura un contrôle. Pour conclure sur cette réponse à ta question, Séraphin, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, j'ai mentionné 17 familles d'achats sur lesquelles ils sont obligés de faire de l'achat de réemploi ou reconditionnés donc de réutilisation. Ils doivent annuellement faire une déclaration sur une plateforme qui s'appelle data.gouv.fr pour dire combien ils ont acheté au total sur ces familles d'achats et combien ils ont bien dépensé de pourcentage sur des filières de réemploi, de réutilisation. Donc la loi anti-gaspillage, il y a une déclaration annuelle et donc le pouvoir central, l'État, a une connaissance des collectivités qui sont déclarantes, en conformité ou pas en conformité. Et avant qu'on entre dans le cycle électif, il était dit que potentiellement il y aurait des dotations de l'État qui seraient conditionnées au respect de ces lois, Egalim ou anti-gaspillage d'économie circulaire. Donc là, comme on arrive dans une période électorale, ça c'est un peu tu, hein, cette approche-là. Mais voilà, sur certains enjeux, si le réemploi dans le bâtiment devenait plus réglementé, plus poussé au niveau réglementaire, il y aurait peut-être une équivalence à ce système déjà existant de la déclaration sur une plateforme gérée par l'État. Très bien, merci. Mais je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Puis on arrive, on a dépassé un petit peu, mais bon, on peut se permettre de dépasser un petit peu. Et merci à toi, Frédéric. Donc moi, j'ai bien retenu hein, que voilà, c'était plus une option en fait hein, d'aller vers, bah, notamment vers toutes les clauses environnementales. En fait, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, si on a l'envie et la motivation d'intégrer du réemploi dans la commande publique, toutes les clauses, toutes les réglementations, enfin la législation en tout cas l'encourage. Donc on peut plus dire que en fait c'est un frein et il faut juste, comme tu disais, bah, adapter et surtout se renseigner. Et donc c'est aussi pour ça que vous êtes là au niveau du RAN Copper. Donc on va inciter aussi bah, les acteurs à se diriger vers vous s'ils ont des questions et à se diriger vers nos partenaires comme le CEREMA ou le Club Réemploi pour connaître bah, plus spécifiquement quels sont les acteurs de la filière. Donc, je vous ai mis dans le chat nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis voilà, on mettra le replay de ce webinaire en ligne prochainement, ce qui vous permettra de revoir un petit peu tous les éléments, puisque voilà, ça paraît toujours un peu rapide. Merci beaucoup à tout le monde et merci Frédéric. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Avec plaisir, bonne journée à toutes et tous. Merci et bonne journée. Bonne journée. N'hésitez pas à venir à nos prochains rendez-vous. Au Merci. revoir. Au revoir.